10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, débattons autour de l'actualité aujourd'hui avec Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication, Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture et Stratégie. Vous êtes ancien agriculteur, et Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte. Bonjour Jacques Miard. Et vous avez... Salut les fraternités. Vous êtes dans le noir, qu'est-ce qui se passe? Il y a une éclipse à Maisons-Laffitte? Ah bah, on vous voit. Vous ne voyez pas? Si, mais dans le fond, non, mais je. Vous avez baissé, vous avez coupé la maison à l'électricité. Je n'ai pas payé ma facture d'électricité. Exactement. Voilà. Et je rappelle votre brûlot, Bye Bye Démocratie, qui est paru chez Lafon Presse. Absolument, plein de choses vraies dans ce livre de bon sens. On va parler des tensions entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou. On a un petit peu de mal à comprendre la position de notre président de la République. On va parler de Sanofi, l'emballement médiatique autour de Kylian Mbappé et Retailleau en guerre contre le narcotrafic. Alors on commence avec des coups de cœur et des coups de gueule comme tous les jours. Benjamin, on va commencer avec vous, Benjamin Cauchy. Oui, alors c'est un sujet qui a peut-être été déjà évoqué sur votre antenne, Valérie, je crois. C'est celui de l'avenir des finances des collectivités locales et à la lumière du projet de loi de finances 2025, on se rend compte effectivement que les collectivités locales vont souffrir de la rigueur. Alors, je dis vont souffrir de la rigueur, il y a l'Institut Montaigne qui, la semaine dernière, dans les Échos, indiquait qu'il y aura à peu près 25 milliards d'euros qui seront amputés sur les prochaines années sur le dos des collectivités locales. On rappelle à nos auditeurs quand même que depuis que la taxe d'habitation a été supprimée, il y a des dotations globales de fonctionnement, de l'argent que l'État donne aux collectivités pour pouvoir assurer le minimum des services publics. Eh bien, c'est cette dotation qui va diminuer. Je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, le département de la Haute-Garonne, c'est 32 millions d'euros de moins. La Martinique, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de moins. La ville de Marseille, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de moins. Vous allez à Sevran, c'est moins 3 millions également. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours facile d'annoncer des plans de restriction budgétaire et d'austérité budgétaire en tapant dans la caisse de ceux qui en ont véritablement besoin. Je voudrais juste mettre un petit point là-dessus. Aujourd'hui, les collectivités locales, elles ne sont financées principalement que par la taxe foncière, vu que la taxe d'habitation a disparu. La taxe foncière a augmenté, par exemple, à Paris de 83%. En l'espace de 10 ans, il y a un papier dans les Échos d'hier qui l'annonçait. Et puis, au-delà de ça, cette taxe d'habitation qui a disparu, elle était le seul lien qui existait entre les habitants et la collectivité locale. Vous pouvez être propriétaire d'un appartement ou d'une maison, mais vous n'êtes pas tenu de vivre dans cette maison. Quel est le lien, finalement, qui reste entre la commune et l'habitant, si ce n'était la taxe d'habitation. Aujourd'hui, cette taxe d'habitation n'existe pas. Et puis enfin, dernier point de rappel, si on cherche des sources de rentrée peut-être pour les collectivités locales, c'est aussi de rappeler que les bailleurs sociaux ne sont pas assujettis à la taxe foncière durant les 15 premières années de la construction. Donc on se retrouve avec des collectivités locales qui vont être exsangues de la dotation globale de fonctionnement et qui vont être également écrasées par une taxe foncière qui est, comment dirais-je, de plus en plus difficile pour les intercommunalités qui décident de ces taux, de les faire augmenter. Donc il va y avoir une véritable crise financière. Et puis on met en parallèle 2026. Il y a à peu près un tiers des communes qui ne vont pas avoir de candidats pour les prochaines échéances municipales parce que les budgets sont quasiment impossibles à honorer. Et puis aussi, un autre élément, puisque j'accompagne les collectivités locales au quotidien, il y a des milliers de communes, des petites communes, qui ne sont plus assurées. Avec une responsabilité pénale des élus aussi qui rentre en jeu. Et là, il y a une véritable difficulté. Donc, alerte rouge sur les finances des collectivités locales. Bon. Monsieur Barnier, il y a d'autres choses à faire. Oui, Jacques Miard, j'imagine que ça vous parle, évidemment. Benjamin a parfaitement raison. Je l'ai déjà à multiples reprises dénoncé. Il y a d'ailleurs, il faut savoir, il y a une dette, je comprends qu'il faut tenter de la réduire. Il n'y a aucune solution à la réduction de la dette dans le cadre des carcans des traités européens. C'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, on tape aujourd'hui sur les collectivités, lesquelles ne vont plus investir, ce qui va accroître, bien évidemment, l'austérité et la déflation. Donc on a tout faux. Aujourd'hui, il faut trouver une autre méthode. Je l'avais exposé à plusieurs reprises dans quelques papiers, parce que ce qui manque à la France, ce sont des investissements. Et pour retrouver les investissements, il faut une autre politique
Il faut notamment mettre entre parenthèses l'article 123 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et revenir à ce qui a permis à la 4e République et à la 5e jusqu'en 1973 d'investir par des avances des banques centrales au Trésor pour l'investissement. C'est le seul moyen pour s'en sortir. Sinon, le reste, c'est de la littérature et on va dans le mur. Ouais. Alors, je suis partiellement... Jean-Baptiste Moreau. Je suis partiellement d'accord avec ce qui a été dit, mais pas totalement. Et pour préciser d'où je parle, je suis conseiller municipal d'une commune de 450 habitants en Creuse qui s'appelle Montaigu-le-Blanc. La fin de la taxe d'habitation a été compensée dans la dotation globale de fonctionnement qui préexistait à l'arrêt de la taxe d'habitation. Absolument. Non, mais attends, Jacques, je sais un peu de quoi je parle aussi. Excuse-moi, je suis conseiller municipal d'une commune rurale qui est certes pas Maison Lafitte, mais qui a de gros problèmes de financement aussi. On fonctionne sur la dotation globale de fonctionnement et aussi pour l'investissement sur ce qu'on appelle la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui nous a permis notamment de refaire l'ancien bar-restaurant qui a fermé et de l'avoir aujourd'hui en ordre de marche pour essayer de trouver un gérant qu'on a du mal à trouver. J'avais passé une annonce sur cette antenne il y a peu. Mais on a aujourd'hui, effectivement, on est effectivement à l'os. Sur une commune comme la nôtre, on peut pas réduire plus au niveau fonctionnement. On a une secrétaire de mairie, on a un adjoint technique même pas à plein temps, donc on est vraiment à l'os et effectivement c'est pas à mon avis la bonne piste de vouloir réduire à tout prix après il y a sans doute des économies à faire dans les Comcom, dans les agglos, il y a eu des fusions avec des doublons qui ont été créés et qui n'ont pas été qui n'ont pas amené globalement à des réductions du coût de fonctionnement, donc il y a sans doute des choses à faire. C'est évidemment pas sur les communes et notamment pas sur les communes rurales où il y a des économies à gratter. Franchement, on fait déjà avec deux bouts de chandelle. Oui, enfin il n'y a pas que de l'exemplarité non plus. Il y a vraiment pour schématiser, il y a deux grands univers. Il y a ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la vraie vie des petites communes. Sur les 36 000, quand même, le gros magasin, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on est en galère, on ne sait pas comment faire, on a été abandonné, et effectivement, on a laissé tomber une partie des territoires de cette manière-là aussi, parce que finalement, on a décidé que c'était quelque chose qu'on devait réduire, puis on n'a pas voulu le réduire, et ainsi de suite. Par contre, il y a sur le haut du pavé, c'est-à-dire les conseils régionaux notamment, les conseils départementaux en partie, à qui on a, cela dit, livré une grande partie de l'effort de la politique sociale du pays, mais aussi, vous l'avez dit, des fusions de PCI avec les villes qui n'ont pas été tout à fait faits. On a parfois doublé. Et quand on parle des conseils régionaux, la grande réforme de François Hollande, qui était à mon avis une erreur absolue, on a là pour le coup multiplié par un coefficient selon les régions qui est assez impressionnant l'emploi public. Mais alors, une fois que j'ai dit ça, la réalité, c'est aussi ce qu'il faut dire, c'est relié à notre déficit des finances publiques. On a acheté de l'emploi parce qu'on a acheté de l'emploi public. Dans beaucoup de territoires, si vous enlevez cet emploi public, décentralisé, déconcentré, il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus d'emploi. Et c'est pas simplement au-delà de l'Île-de-France, c'est partout, vous avez cette capacité-là. C'est-à-dire que quand vous enlevez les grosses masses de l'emploi public territorial, et je le redis, déconcentré, dans ce pays, pour des raisons qu'on connaît et qui font qu'effectivement, on a été acheté de l'emploi public pour dire qu'il y avait de l'emploi, mais qui ne produit rien, en fait, en réalité, on a des territoires qui n'ont plus, finalement, autour de ça que des petits territoires économiques privés, et sincèrement c'est ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire qu'on peut taper sur les finances publiques locales, mais en réalité l'emploi public aujourd'hui, encore une fois, des structures de gouvernements locaux, on va dire ça comme ça, elles fabriquent l'emploi dans beaucoup de territoires. Elles achètent la sociale difficulté. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour continuer de commenter l'actualité. Peut-être cette information du cadre enchaîné qui nous dit que, comment s'appelle-t-il, Gérald Darmanin est parti en bonne compagnie du ministère de l'Intérieur avec pas moins de 12 officiers de sécurité, 3 voitures qui lui ont été attribuées là où ses prédécesseurs n'avaient qu'un seul véhicule et 4 gardes du corps. C'est pas la crise pour tout le monde. Suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio avec Jacques Miard, maire de Maison Lafitte. Je rappelle votre livre Bye Bye Démocratie, paru chez Lafon Presse. Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Et vous êtes ancien agriculteur. On va revenir sur cette petite phrase sortie du Conseil des ministres. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Petite phrase du président de la République. Sanofi et Doliprane. On va essayer d'en comprendre un petit peu plus. Bappé et l'emballement médiatique. Et puis Retailleau en guerre contre les narcotrafiquants. On continue notre tour de table. Jacques Miard, c'est un coup de gueule.
Oui, c'est un coup de gueule à l'occasion, bien évidemment, du salon de l'auto à Porte de Versailles. Et c'est un coup de gueule parce qu'il y a visiblement un court-jus sur les voitures électriques. Parce que, je le dis comme je le pense, les voitures électriques, c'est l'escroquerie du siècle. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vouloir construire des voitures électriques au nom de l'écologie, ce qui est une imbécilité totale, car le bilan carbone d'une voiture électrique, lorsque vous importez de Chine tout un tas de métaux rares, etc., c'est une idiotie. J'ajoute une chose, on sait très bien qu'il faut de l'électricité multiple. On sait par exemple que pour assurer le pic de l'alimentation des voitures électriques au 15 juillet, au 31 août, au 15 août, etc., vous avez besoin de 10 centrales nucléaires en plus pour alimenter en électricité avec des queues qui vont durer quelque peu. Donc, je crois qu'on fait une grosse imbécilité. C'est une nouvelle fois, nous sommes dans une société panurge. Tout d'un coup, on décide, il faut aller dans cette direction. Et puis, quelques années après, on va constater que l'on s'est trompé. Et je le dis et je le répète, si on peut avoir quelques voitures électriques in muros, c'est-à-dire dans des distances courtes, en revanche, les voitures thermiques, encore, et elles sont de moins en moins polluantes, ont encore une longue vie devant elles. C'est la raison pour laquelle je dis court-jus dans les voitures électriques. Réaction, oui. Je pense qu'il y a au-delà de ce que Jacques vient de dire très justement, on a offert à la Chine, qui ne pouvait pas rattraper un retard à peu près de 15 ans sur la compréhension, la construction, l'élaboration de moteurs thermiques, diesel par exemple, qui polluaient presque plus à la fin de l'évolution. Aujourd'hui, on met plus d'argent dessus, donc c'est vrai qu'on est resté sur un niveau zéro. Donc on a offert un marché dont la Chine n'avait pas besoin. Et on voit aujourd'hui, évidemment chez nous en particulier, puisqu'aux États-Unis, si on se promène un peu, la voiture thermique, elle a encore beaucoup d'espace. Et les Américains ont très bien compris que c'était une manière de tuer leur industrie automobile que d'offrir la seule raison d'être de la voiture devenant électrique, le marché aux Chinois. Et en quelques mois, c'est même pas quelques années, l'explosion de la distribution, parce qu'il y avait besoin d'avoir des voitures en face d'une demande, en plus aidée, eh bien, on a tué quasiment le marché automobile. On le voit aujourd'hui avec des erreurs aussi de grandes compagnies qui ont fait, dans le capitalisme de concentration dans lequel on vit, et bien évidemment Stellantis, on applaudissait tous le génie de M. Tavares. En réalité, ils ont fait du résultat financier et pas du résultat économique. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils vendent plus de voitures, alors même qu'à l'intérieur d'une voiture électrique qui marche davantage, on a enlevé le moteur, on la vend plus cher. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et tout ça, ils se sont dit, mais en fait, on aura moins d'ouvriers, on aura moins d'usines, on a moins de tout ça. Et la réalité, c'est que ça ne marche pas, et qu'en plus, on a offert à notre principal concurrent géopolitique et géoéconomique un avantage incroyable sur, non pas simplement les quelques mois maintenant, mais les 10 prochaines années, avant qu'on aille vers des voitures autonomes qui seront évidemment ce qui va venir après derrière. Donc oui, on a commis non seulement une erreur, mais c'est quasiment une trahison industrielle. Pour le coup européenne, mais aussi relayée dans les différents pays. Aujourd'hui, on pleurniche, on pleure. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. C'est quand même une erreur, pour le coup, stratégique, qui, pour le coup, pour moi, confine à la trahison, je vous le dis, industriel et économique. Oui, non, le tout électrique, c'est une véritable erreur. Que l'électrique se développe, pourquoi pas. Mais le fait de se mettre pieds et poings liés dans une seule technologie, comme on l'a fait avec les moteurs thermiques pendant des années, empêche toute recherche sur d'autres alternatives au niveau motricité sur nos futurs véhicules, comme les véhicules autonomes, comme d'autres sources d'énergie, l'utilisation des déchets, par exemple. On n'est pas dans la DeLorean, mais quand même, il y a sans doute d'autres technologies alternatives qui pourront exister à l'avenir. Et le fait de dire qu'en 2035, on passe tous à l'électrique, comme l'a fait l'Union européenne, est une ânerie monumentale. C'est une ânerie monumentale parce que ça condamne toute une filière sans proposer d'alternative à l'électrique, alors que dans les métaux rares, on s'est laissé depuis des années déposséder d'un certain nombre de possibilités par la Chine. Et effectivement, l'Europe a été d'une naïveté, mais comme souvent, elle est là où elle est le plus forte, l'Union européenne, depuis quelque temps, et je parle là de la Commission, c'est pour se mettre des boulets aux pieds et pour être d'une naïveté confondante vis-à-vis de ses concurrents économiques.
Oui, j'irai dans le même sens. Le temps, Jacques. Attendez, je vous laisse finir, Jacques, juste pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire. Ce matin, dans les Échos, dans les pages marché, vous vous rendrez compte, il y a un article qui explique que le Crédit Agricole est extrêmement fier d'accompagner les entreprises chinoises sur les investissements de voitures électriques pour l'Europe, et notamment dans le leasing. Donc je crois qu'il faut voilà, c'est magnifique. Donc il faut qu'il y ait quand même aussi une certaine cohérence. D'un côté, on est en train de dénoncer un entrisme chinois sur le marché électrique, et on a des opérateurs bancaires, financiers extrêmement puissants. Vous regarderez, c'est dans les pages vertes des Échos de ce matin. Le Crédit Agricole se fait une fierté de financer justement cette industrie et de l'importer en Europe. Voilà, Jacques. Voilà, CQFD, Valérie, CQFD. Ce qui est clair, c'est qu'on est dans une société panurge et dans laquelle on fonce dans une direction pour s'apercevoir après que ça marche pas. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement grave. Ce qui a été dit par Jean-Christophe est frappé au coin du bon sens. Alors, il faut savoir que aussi la Chine a quelques alliés dans l'Union européenne. Parce que l'Allemagne ne veut surtout pas se mettre à dos les Chinois. Et c'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, en photovoltaïque, par exemple, elle nous a plantés, refusant de prendre des contre-mesures aux Chinois sous prétexte qu'elle allait en subir pour son industrie. Donc, on est totalement dans une impasse, et surtout, il y a une absence totale de politique industrielle en France et en Europe. Et aussi les répercussions pour le cognac en particulier, avec la Chine qui va taxer en répercussion. J'ai déjà dit sur cette antenne, mais mon monde agricole va être en ébullition dans un mois. Je vous l'annonce, les routes vont tout être occupées, donc voilà. Apparemment, tout le monde s'en fout, donc c'est pas grave. On verra bien quand on sera au pied du mur, comme d'habitude. On verra le mur. Mais oui, effectivement, sur le cognac, les mesures de rétorsion de la Chine sont catastrophiques. Bon, après, le cognac a d'autres soucis, c'est qu'il s'est basé à 90% sur de l'export, et qu'aujourd'hui, effectivement, quand l'export ça coince, puis au niveau géopolitique, on est à la veille d'en avoir d'autres, entre la Russie, même les États-Unis. Si Trump passe demain, il risque d'y avoir aussi des mesures de protectionnisme. Donc voilà, on est dans une filière qui va au-devant de difficultés. Mais oui, je le dis et je le répète, l'Union européenne, mais on va le voir avec le Mercosur qui va être signé probablement dans un an, dans un mois, et d'une naïveté confondante quand il s'agit de parler de commerce et d'industrie globalement. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va continuer avec vous, Jean-Baptiste, et un coup de gueule. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres pour commencer, Jean-Baptiste Moreau, c'est un coup de gueule. Oui, j'ai fait une tribune hier dans Le Point pour gueuler un coup, mais en fait, voilà, les gens vont me dire que je suis excessivement naïf, mais je vois se multiplier les initiatives individuelles, chacun crée son mouvement, son micro-parti, en prévision de 2027, alors qu'on est dans une crise politique, géopolitique, économique majeure, et chaque homme politique, beaucoup d'hommes politiques de ce pays ne pensent qu'à la future élection de 2027, il faut déjà y arriver en 2027, et ce que je dis, et d'où je viens, voilà, moi je me suis engagé derrière Emmanuel Macron dès 2016, et quand je vois ce qui se passe dans notre famille politique, alors j'irai pas voir chez les autres parce que chacun sa merde, comme on dit, pardonnez-moi de l'expression, mais quand je vois dans notre famille politique les égoïsmes et les égocentrismes qui se multiplient en vue justement de cette élection de 2027, et qui pensent qu'en prenant le parti ils ont une voie royale sur 2027, c'est une erreur fondamentale. Je veux dire, le mouvement En Marche s'est créé autour d'Emmanuel Macron. Effectivement, c'était une écurie pour les présidentielles, mais pas seulement. Il y a eu aussi un travail de terrain. Moi, j'étais un des militants de terrain, avoir participé à la Grande Marche et autres. Et quand je vois aujourd'hui qu'un tel ou un tel veut reprendre le parti pour se préparer pour 2027, je pense qu'il y a une incompréhension totale de ce qu'était ce mouvement au départ et de ce qu'il est encore. Et aujourd'hui, on va assister, je vous l'annonce, à la mort totale du mouvement En Marche qui s'appelle Renaissance, s'il est pris par un seul individu. Parce que c'est un mouvement qui était collectif. Et aujourd'hui, il n'y a eu aucun travail idéologique, programmatique. Et donc, il n'y a pas de colonne vertébrale programmatique et idéologique. Et donc, c'est une addition d'individus qui sont regroupés autour d'un homme, Emmanuel Macron, mais qui vont se diviser en vue de 2027, avec chacun va vouloir
son ambition et faire de son ambition personnelle une rencontre avec la nation, ce qui est une erreur fondamentale. Et je pense que tous vont à l'échec et préparent le terrain à l'arrivée de Marine Le Pen en 2027, tout simplement parce que ça va être une dissolution de ce qu'était En Marche. Alors c'est peut-être nostalgique de ma part, mais je pense que tous ceux qui jouent à la course de petits chevaux, c'est ce que j'ai mis, halte à la course de petits chevaux en titre de ma tribune, se plantent totalement sur sur la destinée de notre pays. Et il y a d'autres champs d'intérêt aujourd'hui que 2027 à avoir, à mon avis, au jour d'aujourd'hui. C'est l'essence même des politiques aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que c'est encore ma part de naïveté, sans doute. Oui. Oui, il y a une ubérisation de la vie politique et de l'organisation politique à l'image de notre société, finalement. Alors, vous parlez de la République En Marche. Donc, moi, à titre personnel, je n'ai pas pleuré sur la potentielle disparition d'En Marche. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Mais c'est un peu court, là. Je crois que c'est le bilan, surtout qui est un peu court de la République En Marche. Donc, je n'ai pas pleuré sur la disparition d'En Marche, mais effectivement, sur le coup, je vais être d'accord avec vous. Quand on voit cette course de petits chevaux, Gabriel Attal d'un côté, Édouard Philippe de l'autre, Elisabeth Borne, on va en oublier tellement, il y en a tellement qui sont des impétrants à tenir demain le pays. Effectivement, vous avez raison, ils n'ont aucune véritable conscience politique, ils ne pensent qu'à leur tronche, qu'à leur tête, puisque on n'est même pas sûr d'aller jusqu'en 2027. On ne sait même pas si le budget va être voté. On ne sait pas s'il y aura une dissolution l'année prochaine. On ne sait pas si on sera obligé, ou que le président de la République sera peut-être à un moment donné à se poser la question de sa propre démission. On n'est pas dans le complot-plot mais pour le coup, ce sont des vraies questions et ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Ça vaut pour la République En Marche, mais on peut aussi en parler pour la gauche. On peut en parler entre Ruffin et Mélenchon, puis on peut parler entre Marion Maréchal, Éric Zemmour, Éric Ciotti et consorts, qui aussi se sont ubérisés. Mais quand on voit effectivement le comportement de Gabriel Attal en particulier, c'est pas à la hauteur. C'est assez décevant de sa part parce qu'on sentait quand même une capacité politique différente. Voilà, ça c'est très clair. Il y a eu comme un emballement lié à l'idée de la prise de contrôle de l'ensemble pour la République. Moi, je crois que les hommes et les femmes politiques dans ce pays, c'est assez français, pour le coup, sont malades de l'élection présidentielle. Oui. Mais quand je dis malade, j'irai plus loin que ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui touche effectivement à une pathologie. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte qui, de toute manière, rend, en termes d'évocation même de leur ambition, les choses tout à fait inaudibles. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est. Les Françaises et les Français vivent une vraie vie différente. Et donc là, on a un décalage terrible entre 3 points. Un déficit incroyable qui est quand même le résultat, non pas simplement de la République En Marche, mais en grande partie quand même ça, mais qui est un enjeu majeur, qui est macro, mais qui devient micro dans la poche des Français, parce que les Français le sentent bien aujourd'hui. Et de l'autre côté, des gens qui vivent dans un monde parallèle avec une ligne de fond qui n'est d'être que de dire, regardez encore les Républicains aujourd'hui. Alors, préparation de 2027, Laurent Wauquiez, comment il va-t-il faire pour changer bon, si vous allez chez... Alors, bon, et puis on pourrait aller plus loin chez tout. Je suis injuste avec Laurent Wauquiez parce que c'est partout pareil. Et donc ça n'est pas possible. Et ça se double de quelque chose de très important que vous avez très bien dit aussi. Les partis politiques français, ils ne travaillent pas. Quand on veut faire de la politique, regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Keir Starmer, il a gagné l'élection générale, non pas simplement parce qu'il a été bon sur l'élection, mais ils ont fait un travail de 10 ans au niveau du parti travailliste. Ça vaut ce que ça vaut, mais 10 ans, ça veut dire quoi ? Travailler sur les idées, sur le fond, sur les concepts, mais pas simplement. Travailler à la mise en média d'un certain nombre de personnalités, le fait d'activer des relais un peu partout dans la société, c'est un travail avec les syndicats, c'est un travail avec les entrepreneurs, avec le monde financier, avec des gens à l'étranger. Ils n'ont fait que ça pendant 10 ans. Nous, on a des gens qui ne travaillent pas, qui sont tous hyper ambitieux, ils se lèvent le matin, ils n'ont envie que d'être président de la République, mais ils ne travaillent, les partis politiques, vous avez dit la République En Marche, mais il y en a aucun. Alors il y en a 2, à mon avis, qui travaillent quand même le terrain davantage, les 2, et je vous assure que c'est la réalité. Il y a la France insoumise, qui sur des géographies, sur un objectif marketing qui est parfaitement défini, la France créolisée, ceux qui le disent, travaillent tous les jours de manière très précise sur le terrain, sur la rue physique, sur la rue digitale, sur la médiatique. Et on peut pas leur enlever ça. Après, on peut dire ce qu'on veut, ce qu'ils font, mais le travail de développement politique, ils le font, dans l'espoir de faire monter la mobilisation de ces troupes-là. De l'autre côté, vous avez un parti qui s'est un peu réveillé parce qu'il s'est rendu compte que c'était très bien d'être fréquentable, c'était très bien de travailler dans les médias, mais que le terrain, ça comptait aussi beaucoup. Et le Rassemblement national a vu que malgré
sa puissance, son moteur est le plus gros moteur qui existe en vie politique aujourd'hui, eh ben ils n'avaient pas la conversion. Pourquoi ils n'avaient pas la conversion? Parce qu'on leur a vendu l'idée que ça avait été travaillé sur le terrain, Monsieur Bardella en particulier, et ça n'a pas été fait correctement. Et donc ils sont trouvés dans ça. Par contre, aujourd'hui, ils le font. Donc les autres partis au milieu, ils ont intérêt à se réveiller parce que c'est pas simplement de dire on va juste avant Jacques, je vais laisser la parole à Jacques après, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Face aux populistes, le concours de la course de petits chevaux, elle est mortifère. Elle ne marchera pas. Les populistes ont compris, ils ont bossé le terrain. Et au milieu, vous avez des hommes politiques très intelligents. Il n'y a pas de doute. Ils sont très intelligents tous et toutes. Sauf qu'il faut qu'ils sortent du périph' et qu'ils aillent travailler sur le terrain. Et face aux populistes, le concours de personnalité, ça ne suffira pas à gagner. Ils vont se planter dans les grandes largeurs. Et c'est dramatique pour le pays. Jacques Méhard, vous êtes le sage de cette émission, j'écoute avec intérêt parce que je ne suis pas en désaccord. Simplement, je voudrais quand même dire une chose. Il ne faut pas reprocher aux politiques aujourd'hui de penser à l'élection présidentielle. Le problème, c'est qu'effectivement, ça ne suffit pas. Et l'élection présidentielle demeure, dans l'état de nos institutions et de la Ve République, le pivot, je dirais, de la vie politique. En revanche, où vous avez raison, c'est qu'il faut aller tapiner, comme je le dis. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain. Et il faut bosser. C'est ça, en réalité. On ne gagne des élections, non pas à l'Assemblée nationale, on gagne des élections quand on est dans sa circonscription, quand on est sur le terrain et qu'on va à la rencontre. Alors pour ça, les députés de la France Insoumise dans le 93, ils ont été élus. C'est un parachuté total qui n'a jamais foutu les pieds sur le département. Il peut y avoir des parachutages, je suis d'accord. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, c'est qu'il faut aussi avoir un projet. Ah bah oui, c'est ça. Un projet, et un projet national, car qu'on le veuille ou non, c'est par un projet cohérent, parce que ce qui manque le plus aujourd'hui aux politiques, c'est qu'on a des girouettes et qu'on n'a aujourd'hui aucune cohérence dans l'attitude politique. Et ça, c'est inacceptable. Juste un dernier point pour réagir sur ce que dit Jacques. Il y a aussi un problème d'incarnation. Il y a aussi un problème d'incarnation. Alors c'est peut-être qu'on dirait mon background gaulliste qui dit ça et qu'on estime toujours qu'il faille un chef qui nous guide et qui nous fasse espérer et qui nous emmène. Aujourd'hui, il n'y a plus d'incarnation. C'est pour ça aussi qu'il y a une ubérisation et un émiettement total de la classe politique. Mais il n'y a surtout pas de travail de fond. Et c'est pas trois mesurettes. Il faut une campagne présidentielle, c'est pas trois mesurettes qui font plaisir à entendre. C'est un vrai programme de fond avec une vraie vision à moyen et long terme et pas juste régler les problèmes de court terme dans 2 mois. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de Doliprane et de Sanofi et essayer d'y voir un petit peu plus clair avec vous, Jean-Christophe Gallien. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, docteur Gallien, que vous vouliez évoquer la situation de Sanofi et le Doliprane. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Il y a des gens qui disent c'est pas grave, on s'en fout. J'ai entendu Roselyne Bachelot qui disait finalement l'argent que va récupérer Sanofi va permettre de développer la recherche des médicaments contre le cancer ou les maladies rares. Et en même temps, la question que je me pose, c'est pourquoi on vend Doliprane et pourquoi est-ce qu'un acheteur est intéressé par payer autant d'argent pour acheter cette marque? Qu'une entreprise fasse le choix de se libérer d'une marque, notamment parce qu'évidemment elle peut lui rapporter beaucoup d'argent pour aller sur un choix stratégique, développer d'autres travaux. Effectivement, la pharma, ça nécessite beaucoup d'argent en termes de recherche et ensuite de développement. Ça, on peut pas le contester. Moi, ce qui m'intéresse derrière le cas Doliprane, Sanofi demeure à ce qui reste un petit peu de ce qu'on était, c'est-à-dire un fleuron européen de l'industrie pharmaceutique. Il y a 10 ans, on était numéro 1 européen. Quand je vous dis ça, c'est quoi? C'est en termes de chiffre d'affaires, c'est en termes de capacité de vente à l'étranger, c'était en termes... de recherche. Et de recherche, exactement, parce que c'est lié. Mais donc, on était le numéro 1. Donc, finalement, on était dans une capacité industrielle forte, reconnue, regardée avec envie. Moi, pour avoir travaillé avec l'industrie pharmaceutique en tant que, on va dire, lobbyiste à côté, notamment sur ce qu'on appelle le market access, je peux vous dire qu'il y avait autant de dossiers dans beaucoup de pays qui venaient de labos français que de labos britanniques, suisses ou américains. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi on se retrouve 6e européen? Pourquoi nos ventes depuis 3 ans ont chuté à un point qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore en déficit commercial, disons-le clairement, sur les produits pharmaceutiques, mais on n'est pas très loin. Comment on peut aussi rapidement, après avoir dit tout ce qu'on a dit, je me tourne vers la République en marche, notamment en 2020, après le Covid, 2021, 2022,
2022. C'est essentiel d'être souverain sur le plan industriel, mais surtout souverain sur le terrain du médicament, souverain sur la capacité de se soigner, souverain d'avoir les molécules, d'avoir les produits qui permettent de faire les molécules, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on se retrouve 6e. Alors, c'est quand même extraordinaire que on puisse à ce point-là aussi rapidement chuter dans un pays, encore une fois, qui se disait pays industriel de la pharmacie, avec ce que ça veut dire derrière. Parce que oui, d'accord, Madame Bachelot, elle dit on va mettre l'argent sur la recherche. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça produit derrière? Est-ce qu'on a été capable de produire un vaccin, même contesté? Je vous dis pas que c'était très bien pour le Covid. Non, on a fait d'autres choix. On a fait d'autres choix qu'on ne voit pas venir. Après, derrière, est-ce qu'on a des productions qui sont ensuite, qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle des succès internationaux sur des grandes thérapies? Eh ben, il faut les chercher. Oncologie, je ne sais quoi encore derrière. Vous voyez, c'est ça qui est inquiétant, parce que ça veut dire quoi? Là aussi, on est sur de l'économie, on est sur de l'emploi. Là, c'est pas la voiture électrique. On est sur quelque chose qui est sonnant et trébuchant. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on est encore, on parlait de trahison de l'Europe cette fois-ci, avec la complicité des États sur la voiture électrique. Est-ce que là, après la trahison budgétaire, le mensonge quasiment d'État qu'on a eu sur les finances publiques maintenant depuis 7 ans, et un peu plus, parce qu'il faut être honnête, c'est un peu plus, ça remonte quand même à bien plus loin qu'Emmanuel Macron sur cette affaire. Eh bien, est-ce qu'on a là aussi une trahison sur l'industrie pharmaceutique? Est-ce que c'est Sanofi? Est-ce que c'est d'autres acteurs? Ou est-ce que c'est là aussi nos régulateurs? Les laboratoires, ils disent quoi? En France, on ne paye pas assez cher le médicament. En France, on n'aide pas assez à la recherche et développement. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? C'est intéressant de savoir si véritablement, par rapport aux autres pays européens, parce qu'il y a une compétition, là, pour le coup, à l'intérieur de l'écosystème européen, c'est pas la grande amitié. C'est pas des projets européens, là, pour le coup. C'est un peu comme dans l'agriculture, on se tire la bourre. Et ben, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on est passé de 1 à 6 en 10 ans? Oui, on n'a pas été fichu. Enfin, Sanofi n'a pas été capable de sortir un vaccin contre le Covid, mais en revanche, il est fier d'avoir le Doliprane. Il va s'en séparer. C'est une chose. Est-ce que l'avenir de la France va être de garder des usines à sabots? Est-ce que l'avenir de la France, c'est de conserver du Doliprane, qui est une vache à lait, clairement, qui est un milko, qui rapporte de l'argent à Sanofi, mais qui n'a plus aucun intérêt en termes de recherche et de développement? C'est juste de l'assemblage, parce que les matières premières viennent première. Donc le sujet, c'est de pouvoir créer le principe actif, non pas de transformer ce principe actif en médicament. Donc faut pas se tromper de. Voilà, c'est une vache à lait. Donc faut pas se tromper. Il faut pas se tromper de sujet. Et moi, je mets toujours en parallèle. Là, j'ai vu cette fusée. Vous l'avez tous vu, cette fusée d'Elon Musk redescendre sur son pilier. Les Américains sont capables de faire ça, et nous, on se demande si on va garder la petite boîte jaune sur la table de chevet. Donc encore une fois, je trouve qu'on n'est pas à la hauteur de l'enjeu, et que les vrais sujets, c'est comment on fait demain, comment Sanofi demain fait pour être leader sur la recherche des traitements contre les nouvelles pandémies. Voilà. Jacques Miard, votre point de vue. Alors, premièrement, je ne comprends pas pourquoi Sanofi, et là le gouvernement devrait intervenir, n'a pas privilégié l'acquéreur français, puisqu'il y en a un. En plus. Donc il aurait de l'argent, peut-être un peu moins, etc. C'est pas le gouvernement. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une excellente étude et un article qui a été fait par quelqu'un que je connais, même si on n'a pas toujours été d'accord, qui est Arnaud Montebourg, où il dit clairement que c'est aussi la faute de la sécurité sociale qui ne paye pas suffisamment bien sûr. certains médicaments, et qui fragilise, je dirais, la production en France. Et donc, c'est là où il doit y avoir une certaine cohérence. De plus, on sait très bien que si les Américains, je n'ai aucune confiance dans les Américains. Sur Alstom, ils nous ont baisés, je dirais, et ça a été, je dirais, à cause de Macron, il faut le savoir. Et donc, il est clair que si on laisse filer Doliprane aux États-Unis, ils se démerderont toujours pour évacuer toute usine en France, etc. Et que ce sera une importation nette avec des difficultés que l'on aura. Et bien sûr, il faut continuer d'investir. Et le problème pour Sanofi, c'est comment il peut investir pour la recherche, parce que ça encore, il est en train, je dirais, de se couper les ailes, et ça, c'est grave. Mais moi, la question à laquelle personne ne répond, c'est quel est l'intérêt de l'acheteur? Si on dit qu'on s'en fout de Doliprane. Non, mais si, il faut beaucoup de chiffre d'affaires, ça. Non, mais est-ce que vous savez, dans la pharma, il va faire du fric avec quelque chose. Si je peux, parce que je travaille un peu dans le lobbying de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, donc je connaissais pas du tout le problème il y a 2 ans. Aujourd'hui, je le connais un petit peu. Vous avez aussi des entreprises qui choisissent de relocaliser, notamment la production de matières actives. C'est le cas d'UPSA, qui est dans le Lot-et-Garonne
et qui est en train de refabriquer du paracétamol et qui développe des usines sur ces matières actives, parce que c'est ça le vrai enjeu de souveraineté, c'est les matières actives, hein, c'est pas l'assemblage des principes actifs pour faire le médicament. Ce que fait aujourd'hui l'usine qui produit le Doliprane, elle ne fait qu'assembler des matières actives, elle les produit pas. Donc UPSA a choisi une autre voie. On va voir si UPSA s'en sort mieux. Sanofi a fait des choix, à mon avis, industriels discutables. Mais globalement, ce qui manque au niveau français, mais pas qu'au niveau français, au niveau européen, c'est le fonctionnement de l'innovation en santé. Aujourd'hui, vous avez des labos, notamment américains, qui se disent je vais arrêter d'investir dans l'innovation en Europe parce que globalement, effectivement, que ce soit la sécurité sociale, mais dans les autres pays, ça fonctionne pareil. Le prix du médicament en Europe est pas assez cher. Je valorise mieux sur d'autres continents, au Japon, en Asie du Sud-Est. Je vais aller investir sur l'innovation en santé ailleurs et plus en Europe, puisque de toute façon, l'Europe n'est plus un microcosme favorable à l'innovation en santé. Et ça c'est un problème français et c'est un problème européen qui est devant nous. Et aujourd'hui, la Commission européenne semble pas en avoir tellement conscience de cette problématique. Effectivement, une auditrice me dit c'est 5 milliards de chiffre d'affaires et il l'achète 15 milliards. Oui, mais pourquoi ? Parce que dans la pharma, dans l'industrie pharmaceutique, on va dire, si je suis honnête, 97% de l'effort économique, c'est... non, pas exactement. 90% de l'effort économique, c'est ce qui comprend la recherche, le développement et ce qu'on a exprimé, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire ce que vous faites, l'ouverture d'un marché, en gros ce qu'on appelle l'accès au marché. C'est quoi l'accès au marché ? C'est combien on vous achète de boîtes par an et combien on vous les paye dans un marché qui est normalement régulé en Europe par... la chose publique, si vous voulez, l'administration publique. Donc elle décide tous les ans, pour un certain nombre d'années, par rapport à une molécule, que ça soit quelque chose qui est remboursé ou ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, le prix de marché peut varier, peut être négocié, et pour l'industriel, c'est rien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fabriqué votre Doliprane, alors lui, il est amorti depuis des années, c'est rien à faire. C'est-à-dire qu'économiquement, on pas de vache à lait, mais c'est même mieux, si vous voulez. Si on allait plus loin, on pourrait on pourrait se relier à des trafics, si vous voulez, qui existe dans l'économie non réelle aujourd'hui. C'est cette rentabilité-là, parce que ça nécessite pas grand monde. Mais la réalité, c'est que, en même temps, quand on dit oui, on paye pas assez cher le médicament, c'est aussi parce qu'on, dans un contexte aussi en France, par exemple, mais dans d'autres pays, de remboursement largement réalisé par la sécurité sociale. Et si on payait trop cher les médicaments, il faudrait à ce moment-là que ce qui est payé par la sécurité sociale soit plus élevé. Le reste à charge qui reste aussi mutualisé aujourd'hui en France, parce qu'on peut pas tout payer, serait aussi très fort. Donc on aurait des citoyens qui diraient mais pour se soigner, c'est beaucoup trop cher. Et le régulateur ou la sécurité sociale qui dirait bah oui, on peut pas payer trop cher parce que tout bien après on s'en sortira pas. Ce que vous dites, c'est la vérité. C'est la complexité, c'est les autorisations de mise sur le marché. C'est l'arrivée d'un nouveau médicament sur un marché au niveau européen et au niveau français. Aujourd'hui, pour les industries pharmaceutiques, il faut plus investir sur le marché français. Il faut aller ailleurs parce que les AMM sont beaucoup trop longues à obtenir. Oui, le prix du marché est pas cher. Pour accéder au marché européen, il faut que vous ayez un certain nombre de pays qui soient d'accord pour entrer sur le marché européen. Aujourd'hui, c'est absolument plus rentable, et y compris pour les entreprises européennes. C'est ça le problème. Allez, je voudrais qu'on parle... Juste un point. Allez-y, Jacques. Juste un point, Valérie. Moi, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui dans toutes ces affaires, mais pas uniquement en pharmacie, c'est la puissance des multinationales qui se foutent des États à longueur de temps. Et ça, c'est un problème qu'il va falloir régler tôt ou tard. Parce que les États ne sont plus crédibles, Jacques. Pas vrai que dans la pharmacie. Ils peuvent être crédibles parce qu'ils ont encore la compétence de la compétence et ils peuvent mettre au pas un certain nombre de dysfonctionnements. Je voudrais qu'on dise quelques mots de Kylian Mbappé et de cette tempête médiatique absurde, et avec des chaînes d'infos, BFM pour ne pas la citer, qui a consacré son antenne à rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de mise en examen, il y a un homme qui était dans une boîte. Enfin, je ne peux pas être soupçonné de faire de minimiser les agressions sexuelles et autres, mais là je suis fasciné par le buzz qu'il y a autour de cette affaire pour laquelle on ne sait rien. Son avocat dit on est très serein parce qu'on n'a pas été saisi, il n'y a rien, on verra. Mais là, c'est plus l'aspect médiatique qui me sidère. Oui, et puis sur l'élargie, c'est un feuilleton. Ça a commencé avant l'affaire, ça a commencé pendant les matchs de l'équipe de France de football dans lesquels il n'était pas parce qu'il était blessé. Et donc on l'a suivi, quand je dis on l'a, les médias français, mais d'autres médias aussi l'ont filé à Stockholm, comme par ailleurs d'autres joueurs dans d'autres équipes, d'autres stars peuvent se déplacer évidemment, ils ont une capacité de se déplacer très rapide, on découvre rien. Puis ensuite il est parti en Corse, on a tous su de son parcours, et maintenant on découvre effectivement qu'il y aurait eu, alors dans un contexte suédois, si on est très honnête, le secret de l'instruction, puisqu'on est déjà dans une forme d'instruction, en tout cas dans une affaire, est total, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de fuite, c'est pas comme chez nous, si vous voulez,
il y a des choses qui partent comme ça. Donc, soit cette information qui relie un incident ou un accident dans lequel il serait relié avec effectivement quelque chose qui se passerait dans une boîte de nuit, c'est venu de quelqu'un qui vient d'ici, de France ou d'ailleurs, ou d'un autre environnement. Non, mais c'est lui tout seul qui a dit c'est fake news, donc tout le monde est allé voir de quoi il parlait. Exactement. C'est l'effet Streisand. Vous savez, quand vous cherchez à manipuler quelqu'un, vous cherchez à renvoyer un écho dans lequel lui-même devient chambre d'écho. Donc en réalité, quand on arrive à cette affaire, derrière, on sait que potentiellement, ça peut être aussi la personne qui est impliquée. On est dans un contexte qui, en plus, économiquement aujourd'hui, entre lui et son ancien club, il y a un conflit d'intérêts extrêmement important qui, lui aussi, a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, pour pas dire ces dernières semaines, sur une somme d'argent très importante, où il y a quelque chose de très violent entre les deux entités, qui s'aimaient beaucoup, qui ne s'aiment plus. Quand on sait que le Paris Saint-Germain, pour le citer, a lui-même été impliqué, le nie, il n'a jamais été condamné, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que c'est lui qui avait travaillé sur l'image de ses propres joueurs à travers les réseaux sociaux. Je connais très bien les gens qui ont pu et qui ont avoué d'ailleurs avoir réalisé ces travaux d'influence digitale qui existent, hein, on en fait tous, on le fait pour beaucoup. La réalité, c'est qu'on peut se poser beaucoup de questions sur cet ensemble. Alors, Kylian Mbappé, c'est un grand joueur de football, et comme d'autres grands joueurs de foot aujourd'hui, quand on connaît leur vie, la manière dont on s'est organisé, tomber dans le trou d'une affaire de ce type et ça paraît difficile. Non, mais surtout, plus généralement, on a vécu la même chose, même psychodrame moins important parce qu'ils sont moins connus, mais avec 2 joueurs de rugby récemment en Argentine, pour découvrir après coup que finalement c'était peut-être pas si clair que ça. Sauf qu'il y avait une plainte, ils étaient nommés. Sauf que là, il n'y a pas de plainte. Mais même il y avait une plainte, ils étaient nommés, et on se rend compte après coup que c'est pas tout à fait exactement ce que la plainte disait, et ce que les médias ont dit pendant des semaines et des semaines. Alors après, peut-être, et il s'agit pas de minimiser s'il y a une agression sexuelle, elle doit être condamnée. Il y a pas de sujet là-dessus. Mais on sait très bien que ce soit des personnes en vue politiquement, médiatiquement, ou des sportifs aujourd'hui, ils sont très exposés à ce genre de choses. Vous voyez bien que de toute façon, notamment les joueurs de foot font signer, quand ils se marient avec une femme, quelque chose qui une reconnaissance du fait que elle va pas. Vous avez eu le cas de Ronaldo, je crois récemment, ou quelque chose comme ça, pour éviter que elle se marie avec ces gens-là juste pour divorcer, pour toucher le pactole à la fin du divorce. C'est encore autre chose. Mais ils sont exposés à ce genre de choses. C'est quasiment de l'extorsion de fonds au final. Je veux dire, s'il y a rien eu, il faut le condamner. Si ces mecs se croient impunis parce qu'ils sont joueurs de foot, il faut le condamner quand ils font des conneries. Elle a existé pendant très longtemps. C'est pas le sujet aujourd'hui de ça. De faire du média effectivement 24/24, comme ça fut le cas au moment de l'affaire Palmade, pour rien dire finalement, c'est ridicule. C'est la société d'aujourd'hui. Parce que ça fait de l'audience, et puis voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Oui, c'est ça. C'est vraiment, faut bien distinguer le sujet. Est-ce qu'il y a ou non une agression sexuelle? Seule la justice tranchera, et on laisse faire la justice. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment est traitée cette information, et pourquoi cet événement, ou qui peut être d'ailleurs un non-événement, c'est la justice qui le dira, devient un fait d'information et devient finalement, comment dirais-je, un pare-feu sur toute la véritable actualité que nous avons dans notre pays. Enfin, moi je suis désolé, mais parler une demi-journée de Kylian Mbappé, on rappelle quand même qu'il a soutenu le petit Naël, donc bref, il y a quand même des ambiguïtés aussi chez ce personnage. Pourquoi on va lui donner il n'était pas seul. Il y avait pratiquement toute l'équipe de France. Ça n'a pas de rapport. Non, mais en tout cas, l'image. J'ai toujours rêvé de tacler un joueur de foot, c'est fait. Donc ça, c'est fait aujourd'hui, mais plus sérieusement, quel est l'intérêt médiatique de donner pendant une demi-journée Kylian Mbappé comme ça, comme s'il allait être fusillé finalement sur le tribunal médiatique? Là, clairement, c'est plutôt à l'Arcom. Non, mais sans aucune plainte et sans aucun élément. C'est du flanc, mais on peut tuer quelqu'un médiatiquement. Alors, Jacques Miard, votre avis? Terrible. Eh bien, écoutez, je vous trouve un peu incohérent, et le mieux, c'est de ne pas en parler. Vous avez raison. Voilà, vous avez raison. Allez, on marque une pause de pub. Vous avez gagné. On peut dénoncer BFM quand même. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, je voudrais qu'on parle de la petite phrase sortie peut-être de son contexte, mais néanmoins, cette phrase a existé au Conseil des ministres hier. C'est le président de la République qui a déclaré: Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Évidemment, cette phrase a énormément fait réagir. J'ajoute également, c'est une parenthèse, mais néanmoins, je voulais en faire un coup de gueule, ou en tout cas une interrogation. Vous savez que les compagnies israéliennes n'avaient pas eu le droit de participer
participé au salon Eurosatory en juin dernier. Et donc, les entreprises israéliennes ne pourront pas non plus participer au salon Euronaval de Villepinte du 4 au 7 novembre prochain. Donc, j'ai lu ça, je pose la question de savoir et de comprendre la position de la France. Peut-être Jacques Miard, cette phrase vous a choqué ou pas d'Emmanuel Macron, non, même si elle est vraie. Je vais vous dire, on a la diplomatie telle que la pratique Macron actuellement, c'est-à-dire en balançant diverses phrases sur la place publique, c'est une faute. Ouais, on ne fait pas de la diplomatie avec, je dirais, un côté médiatique ultra. La diplomatie, il y a un problème, il ne faut pas se leurrer. Il est évident, moi je pense qu'il y a quand même, autant Israël a le droit de se défendre contre des assassins et des terroristes Hamas et Hezbollah, il n'en demeure pas moins qu'il y a un moment, il faut aussi garder raison. Ouais. Je l'ai dit et je le répète. Jacques. Merci beaucoup, Jacques. Voilà. Merci. Il faut aussi garder raison. Et donc, à ce titre, il faut agir par la diplomatie confidentielle. Déjà que ça, c'est très difficile ensuite à le garder confidentiel. Et on ne traite pas un problème aussi important sur la place publique avec des phrases à l'emporte-pièce. Voilà. Là, c'était en Conseil des ministres, mais on peut... Oui, c'est la place publique. Depuis quand le Conseil des ministres... Vous savez, il a été acté sous la 4e et même la 3e qu'il n'y avait pas de compte-rendu du Conseil des ministres. Mais le problème, c'est qu'il l'a fait sciemment parce qu'il est dans une impasse, parce qu'il lui reste que ses commentaires sur la scène internationale, car sur le plan interne, il est décrédibilisé. Mais il est aussi décrédibilisé sur le plan externe. Oui, alors, Jacques. Non, Jean-Baptiste. Pardon. Excusez-moi. Alors, je suis pas diplomate ni spécialisé en diplomatie globalement. Mes amis me le disent assez souvent. Mais vous me concéderez que je suis un de ceux qui, sur ce plateau, connaît sans doute le mieux le président de la République. Donc, je pense que sur ces débats, effectivement, Jacques l'a dit, c'est beaucoup plus complexe et il faut arrêter d'avoir blanc et noir. Soit on est pro-israélien, soit on est pro-Hamas. C'est pas la question. La position de la France pro-Hamas, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui se déclarent pro-Hamas. Oui, mais si vous êtes pas pro-israélien, on vous explique que vous êtes pro-Hamas, ou pro-palestinien, comme vous voulez. Mais je pense que en la matière, je vais quand même relire, je lis pas sur ce plateau d'habitude, mais résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies du 29 novembre 1947, les États indépendants arabes et juifs commenceront d'exister en Palestine 2 mois après l'évacuation des forces armées de la puissance mandataire. Voilà, ça c'est une déclaration, résolution. Donc factuellement, le président de la République, c'est ce qu'il a rappelé. C'est tout. Après, vous dire que diplomatiquement c'est à droit ou pas à droit, j'en sais rien. Je suis pas un spécialiste de la diplomatie, mais c'est juste la position de la France de dire qu'il faut que deux États coexistent de façon pacifique, la Palestine et Israël, sur cette zone-là. Et évidemment qu'Israël a le droit de se défendre contre les terroristes, et évidemment qu'elle doit éradiquer, que ce soit le Hamas ou le Hezbollah. C'est pas la question. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Il y a un moment où ils vont pas écraser toute la zone sous une pluie de bombes. Enfin, je veux dire, il faut aussi savoir critiquer ce que fait le gouvernement israélien aujourd'hui, qui va sans doute beaucoup trop loin, parce qu'à un moment, il va falloir se mettre à la table des négociations. Israël ne survivra pas en étant en guerre avec l'ensemble de ses voisins. Donc voilà, je pense que la phrase du président de la République était sans doute dans un contexte beaucoup plus global. Elle a été extraite de son compte. Alors après, peut-être il fallait pas le dire, mais ceux qui l'ont sorti l'ont pas sorti pour faire la promotion du président de la République. Ça, c'est une certitude. Mais il faut la remettre dans un contexte. Et cette problématique au niveau de cette zone géographique précise est beaucoup plus complexe que soit c'est blanc, soit c'est noir. Sinon, ça serait résolu depuis longtemps. Enfin, je veux dire, si c'était un méchant contre un gentil, ça fait longtemps que l'opinion internationale aurait résolu le problème. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut arrêter le blanc ou noir sur cette question parce que ça ne sert que les populistes et que les terroristes au final. Alors. Oui, sur le fond, je suis d'accord avec vous, Monsieur Moreau. Je suis d'accord avec vous. C'est trop complexe pour que ça soit résumé à 2 simples couleurs. Pour autant, il y a l'intention et la perception en communication. C'est pas moi le spécialiste, mais quoi qu'il en soit, si son intention était de rappeler quand même à Israël qu'il faut qu'elle fasse attention à elle, au sens qu'il y a d'autres partenaires au Moyen-Orient et qu'un conflit se résout à plusieurs et pas tout seul, là-dessus on est d'accord. Mais la grande partie de la communauté juive a entendu hier, si l'ONU a été
ont fondement et a été capable de créer Israël, attention, l'ONU est capable de faire disparaître Israël. C'est comme ça que ça a été perçu dans l'opinion publique. Et c'est pour ça qu'il y a un haro sur les propos d'Emmanuel Macron. Donc à minima, c'est un coup de menton, effectivement, parce qu'il est dans une impasse politique. Au maxima, c'est de nouveau une crise diplomatique supplémentaire. Donc c'est ça en fait l'enjeu. Vous imaginez si quelqu'un aujourd'hui disait, mais vous savez, l'Algérie, c'est le général de Gaulle qui l'a créé ? Vous imaginez ce que ça ferait en Conseil des ministres? Vous imaginez les conséquences que ça aurait de l'autre côté de la Méditerranée? Donc je crois que vraiment, effectivement, personne ne peut dire en France que M. Macron est pro-Hamas, pro-musulman, pro-israélien. Le sujet n'est pas là du tout. C'est la perception de ses propos. Et lorsqu'il dit que c'est l'ONU qui a créé Israël, sous-entendu, l'ONU peut faire disparaître Israël. Et ça, c'est très dangereux, c'est un très mauvais signal. C'est comme ça que c'était perçu. Moi, je pense que ça voulait dire. Jean-Christophe, il y a la com et il y a le fond et la forme. Et puis, alors, la réalité, c'est que l'écho aujourd'hui, c'est de dire à des gens qui se sont quand même battus pour créer un État, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas aujourd'hui. Et qui existait, c'est-à-dire que l'ONU a reconnu. C'est pas une résolution. Israël, ça fait 3000 ans. Et qui pour certains sortait d'un drame, et qui pour certains sortait d'un drame terrible, faut quand même le rappeler. Bon, on leur dit, mais c'est un trait de plume d'une organisation internationale, notre organisation internationale commune, multilatérale, qui permet ça. Ok, très bien. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé. Est-ce qu'en diplomatie, pour être audible, et personne n'est audible aujourd'hui au Proche-Orient. Personne n'est audible, que ce soit les Américains, les Français, les Britanniques, je parle même pas des autres, et ainsi de suite. Personne n'est audible, notamment auprès de Netanyahou, notamment de ce qui reste du Hezbollah, notamment de ce qui reste du Hamas. Un peu plus, mais pas tellement écouté du côté du Moyen-Orient, c'est-à-dire notamment des États du Golfe, ça c'est clair. Maintenant, il faut dire aussi que le président de la République, derrière ces mots, il convoque une conférence. Ouais. Dans cette conférence, il amène l'Algérie, autant de gens, si vous voulez, qui sont dans un contexte, si vous voulez, aujourd'hui complexe, non seulement du Proche-Orient, mais du Moyen-Orient, mais aussi d'une bonne partie de l'Afrique et notamment jusqu'au Sahel. Là où on retrouve le Hezbollah aujourd'hui de manière très puissante, parce que c'est sa nouvelle zone, il va quitter le Liban, il est déjà en Afrique de l'Ouest depuis 40 ans. Donc c'est un enjeu dont le président de la République devrait davantage s'occuper d'ailleurs de ce qui se passe au Liban aujourd'hui pratiquement. Donc ça veut dire, et on n'entend rien. Et ça menace la stabilité déjà aujourd'hui d'assemblée d'États avec lesquels on a très peu de relations parce qu'on a quitté aussi cette zone et ainsi de suite. Donc, faire de la diplomatie, c'est d'abord ouvrir un peu plus largement le champ de la vision. 2, c'est de se taire et de travailler en coulisses. 3, c'est essayer à un moment donné de créer les conditions, oui, de quelque chose où les gens peuvent se parler, mais pas l'inverse. Et aujourd'hui, ça crée l'inverse pour plein de raisons. Oui. Et ça, pour le coup, c'est un vrai échec diplomatique. Oublier, malheureusement, un problème, oui. Vous savez, il y a Kant qui avait écrit un essai sur la paix perpétuelle. Ben, je crains fort que dans les temps, il y a une telle haine entre les peuples là-bas que malheureusement, je ne vois pas de solution aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça sur lequel il faut travailler pour essayer que les gens... Parce que même aux États-Unis, si vous prenez l'IPAC, il se pose beaucoup de questions. Ah ben, voilà, il se pose beaucoup de questions. Et c'est un enjeu fort. Donc aujourd'hui, je crois que ça a été dit à l'instant, il vaut mieux fermer sa gueule et travailler en coulisses pour essayer de ramener les points de vue. Ouais. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.